Bienvenue à l'édition 2024 de la TEFAF où je présente un ensemble exceptionnel de statues anciennes des Soninké du Mali. Sur le plateau de Bandiagara, situé au centre du Mali, on note à partir de l'an 1000 un moment d'exception dans l'histoire de l'art avec l'apparition d'environ 45 statues de bois dont le style distinct les démarque de manière très forte de l'art dogon apparu 500 ans plus tard. J'ai pu identifier ce style soninké par la présence sur les temples d'un motif de scarification bien caractéristique, avec des rangées de petites bosses des deux côtés. Ensuite, une barbe rectangulaire projetée vers l'avant, et ainsi qu'un modelé très sinueux du corps. Les soninké furent les premiers groupes pré-mandés à créer un État sahélien vers 800 après Jésus-Christ, situé à Ouagadougou. De nombreuses familles mandées font remonter l'origine de cet empire de Ouagadougou, qui fut le berceau de la culture soninké. J'ai identifié un sculpteur de grand talent et ses suiveurs que je nomme le maître de Douentza. 3 statues furent effectivement récoltées par un marchand suisse, Émile Storer, en 1958 dans ce village de Douentza, dans le nord-ouest du plateau. La statue de la collection Koffler-Erny est la plus aboutie de ce style, où le personnage avec une barbe très proéminente, un pantalon court, une dague à l'avant-bras gauche et un sceptre posé sur l'épaule droite. Toutes ces statues de ce maître sont couvertes d'une patine huileuse sointante, sans doute preuve qu'elles étaient encore vénérées peu avant leur année d'acquisition. 2 œuvres du maître de Douentza ont été datées par le Carbone 14. Celle de la collection Koffler-Erny entre 1240 et 1410 et celle du Metropolitan Museum of Art entre 1115 et 1420. J'ai attribué à un autre artiste un corpus de 5 statues, toutes très semblables, datées entre 1300 et 1800, appelé le maître soninké de la collection Pierre Loeb en référence à celle exposée au pavillon des sessions au Louvre. La statue de la collection Leff représente ici un personnage masculin debout, au corps sinueux, avec un petit bonnet, l'escarification sur les tempes et les grandes mains posées sur les cuisses. 4 statues de ce maître ont été datées entre 1197 et 1409. Néanmoins, la 5e donne un résultat de 1710 à 1870. Il faut en conclure que ces 5 statues, formellement très semblables, s'étendent sur une période relativement longue. La plus récente des 5 statues appartient à ce que Pardowski appelle une forme renaissante, c'est-à-dire une forme qui répète une tradition passée avant d'assurer la perpétuation. Une thématique essentielle de la représentation de personnages hermaphrodites dans l'art soninké. Parmi les 45 sculptures, j'en ai identifié 20 qui sont clairement androgynes. Ce sont des personnages présentant des caractères sexuels propres au genre tant masculin que féminin, pénis, barbe fournie et large sein de femme. Cette caractéristique androgyne pourrait faire référence à la représentation de rois-femmes qui ont joué un rôle séculaire dans la transmission du pouvoir royal chez les soninké. Selon l'ethnologue malien Ampateba, non seulement les reines-mères mais aussi les sœurs aînées des rois jouaient un rôle très important dans l'empire du Mandé comme dans les autres royaumes de l'Ouest africain. Youssouf Cissé nous rappelle également l'existence d'une héroïne soninké, appelée Niamey, dès le début de la migration il y a plus de 1000 ans. Niamey, fille de Mani, roi fondateur du premier royaume Ouagadougou, était devenue une cavalière accomplie et énergique, ce qui lui valut le surnom de Niakalen. Elle devint la femme mythique dont la deux filles est Niakalen Diatara, Niakalen l'intrépide, le père des femmes, l'égal des hommes. Les femmes étaient donc les égales de l'homme et un quart d'unité universelle de la génétrix. C'est pourquoi toutes ces sculptures garderont à jamais le secret de leur sens, sont des témoins rares et précieux d'une civilisation soninké jadis hautement évoluée et qui existent comme des œuvres d'art autonomes de par leur dignité esthétique, à l'instar de l'art des tympans romans d'Autun et de Moissac, qui n'exige, pour être admiré aujourd'hui, que le spectateur possède toute la richesse et la profondeur du catholicisme médiéval.